Je vais déjà vous parler d'un truc que tout le monde a la flemme de faire, avoir un mot de passe différent sur chaque site. Pourtant, c'est super important pour n'importe quelle personne qui utilise des réseaux sociaux. Activer la sécurité en 2 étapes, c'est une première étape, mais avoir un mot de passe unique est tout aussi important. Autrement, le jour où quelqu'un réussit à trouver votre mot de passe sur un site, il peut se connecter sur tous les sites sur lesquels vous avez le même mot de passe. Pour ne pas avoir à retenir les 600 mots de passe que j'ai sur le net, j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Vous êtes assuré que les mots de passe que vous y mettez sont stockés de manière sécurisée, parce que la majorité du budget IT de ces outils est dédié à la cybersécurité, alors qu'avec la plupart des sites, c'est loin d'être leur priorité. Il existe plusieurs gestionnaires, mais NordPass se classe vraiment bien. Avec la version gratuite, on a entre autres la sécurité en 2 étapes, les mots de passe synchronisés entre les différents appareils que l'on utilise, le remplissage automatique de vos identifiants en vous connectant sur un site enregistré, un outil pour créer un mot de passe sécurisé avec différentes options, longueur du mot de passe, avec ou sans majuscules, chiffres ou caractères spéciaux. Ça peut paraître basique comme fonctionnalité, mais ce ne sont pas tous les gestionnaires qui proposent ça dans la version gratuite. La version premium ajoute entre autres possibilités de rester connecté sur plusieurs appareils à la fois pour limiter le nombre de fois où l'on se reconnecte, vérifier si un site qu'on utilise a été victime d'une faille de sécurité récemment ou plus loin dans le passé en vous indiquant quelles données ont été affectées, ajouter un contact de confiance avec lequel vous pouvez partager certains mots de passe. Et ce ne sont pas tous les gestionnaires de mots de passe qui proposent ça. Avec le code Kenshin9977, vous avez un mois gratuit et 50% sur un abonnement de 2 ans. Si vous n'avez pas déjà un gestionnaire de mots de passe, changez ça maintenant et commencez à en utiliser un. N'attendez pas de vous faire voler un ou plusieurs comptes pour commencer. Si vous tenez un peu au courant de l'actu, vous n'êtes pas passé à côté de la nouvelle. Microsoft va acheter Activision Blizzard King pour 69 milliards de dollars. Je parle au futur vu que la transaction n'a pas encore été faite et parce qu'elle doit probablement être validée par les autorités de régulation états-uniennes. Ça pose des questions de monopole, d'antitrust et de consolidation. J'en voyais dire que ça allait se faire vu que Disney a bien pu racheter Fox, et d'autres que ça n'allait pas se faire, vu que Nvidia rencontre trop de difficultés avec ARM. Le fait est que chaque industrie a ses spécificités, et côté jeux vidéo, on a 3 géants, avec Sony, Tencent et maintenant Microsoft. Mais on a aussi une foultitude de studios de plus petite envergure. On reste très loin d'un monopole, et le pouvoir de PlayStation reste supérieur à celui d'Xbox, même après ce rachat. Donc la possibilité que ça se fasse est loin d'être du domaine du fantastique. Avec ce rachat, Microsoft hérite aussi de tous les problèmes qu'a Activision depuis quelques années et qui ont explosé assez récemment. Dernièrement, il y a eu pas mal de bruit du côté des testeurs de Raven Software, le contrat d'une partie d'entre eux a pris fin alors qu'on leur avait demandé de déménager avec la promesse d'une hausse de salaire en échange. S'en est suivi une grève qui s'est conclue par la création du premier syndicat dans un studio AAA. Un syndicat, c'est la bête noire de toute entreprise. Et si c'est une première dans un studio de cette taille, c'est parce que, pour beaucoup, c'est un métier de passion. Pour qu'ils soient motivés à se syndiquer, ça en dit long sur les relations entre la direction et les employés. Derrière, Activision reste fidèle à lui-même. Après avoir tenté de dissuader sa création en prétextant que ça n'est pas dans l'intérêt des employés, refuse de reconnaître ce syndicat comme légitime, et ce dernier va devoir se tourner vers les autorités pour faire valoir ses droits. Mais on a aussi et surtout entendu parler des histoires de harcèlement quand c'était pas pire. C'est arrivé à tous les niveaux de la hiérarchie et parfois carrément avec la bénédiction du PDG lui-même, Bobby Kotick. Celui-là même qui a menacé de mort une employée qui voulait porter plainte contre l'un de ses agresseurs, qui était un directeur de Treyarch, l'un des studios d'Activision. Celui-là même qui a déclaré vouloir détruire une hôtesse de l'air qui a porté plainte contre lui pour harcèlement. Celui-là même qui a déclaré, et je cite, « L'objectif que j'avais en introduisant chez Activision un grand nombre de personnes venant de P&G, Monsieur Propre, Always, Oral-B, Pampers, il y a 10 ans, était de retirer tout le fun de la création de jeux vidéo. J'essayais d'inculquer le scepticisme, le pessimisme et la peur du ralentissement économique. Il fait clairement partie du problème chez Activision. Blizzard a aussi son lot de problèmes, mais j'admets beaucoup moins bien connaître le sujet de ce côté, et c'est pour ça que je vais surtout centrer mon analyse sur Activision. L'objectif étant la croissance à tout prix, Activision fait tout pour pousser ses licences phares, quitte à sacrifier celles qui marchent moins. Crash Bandicoot ne se vend pas autant que Call of Duty ? On réassigne le studio au développement de Call of Duty. Les développeurs disent qu'il leur faut plus de temps pour développer les jeux ? Non, faut que ça sorte cette année pour le bilan fiscal. Mais ok, on va mettre plus de monde sur le développement. La personnalisation d'emblèmes ne rapporte pas assez par rapport au temps que ça demande pour développer la fonctionnalité ? On le fait pas pour les opus suivants. C'est comme ça que, petit à petit, d'année en année, Activision s'est retrouvé à ne plus développer que des jeux Call of Duty Mobile, Warzone, et l'opus annuel sont les seuls jeux sur lesquels l'éditeur prévoit de travailler. Pourtant, ils ont beaucoup de développeurs, ils ont un total de 10 studios qui travaillent sur la licence, et
ça représente plus de personnes que dans les studios Xbox. Avant ça, Activision travaillait aussi sur d'autres licences assez connues, les principales étant Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk, Spyro, Skylanders et Exen, même si cette licence commence un peu à dater et que vous connaissez peut-être pas. C'est là où cette quête de croissance permanente atteint ses limites. Après avoir sorti Modern Warfare puis Warzone, il y a eu un regain d'intérêt pour la licence, boosté par la crise du Covid, mais par la suite, ils ont tiré sur la corde avec leur nouveau modèle économique. Les Call of Duty sont passés de jeux qui amusent à des machines dépossédées de tout élément de fun et qui tournent autour des systèmes de microtransactions. L'OAMM, ou SBMM comme l'appelle la commu, et le temps nécessaire pour monter l'XP des armes sont des conséquences directes de ces objectifs de rentabilité. Les bugs, l'absence de contenu à la sortie et tout ce qui s'ensuit sont tout aussi symptomatiques des problèmes de développement causés par les objectifs financiers de l'éditeur. Alors qu'aujourd'hui un jeu AAA demande autour de 5 ans pour être développé, Activision refuse de sortir à moins d'un Call of Duty par an. Ils pensent résoudre le souci en doublant les effectifs sur chaque jeu et en ajoutant des studios à leur rotation, mais ça n'est pas une solution évolutive. Si vous travaillez sur un projet qui prend 1 an avec une personne, peut-être qu'à 2, ça va vous prendre 2 fois moins de temps. Mais je doute qu'à 365 ça se fasse en un jour. C'est pourtant le raisonnement qu'a l'air d'appliquer Activision, et force est de constater, avec Call of Duty Vanguard, que ça ne marche pas. On pourra dire que l'opus a eu moins de temps que prévu pour être fait, mais on a eu des problèmes similaires sur la plupart des Call of Duty depuis Modern Warfare 3, et pour autant, ça n'a pas à ce point entamé leur contenu. Dites-vous que près de 3 mois après la sortie de Vanguard, faire pause en mode zombie n'est toujours pas possible. C'est d'autant plus difficile à accepter que les versions next-gen passent à 80€. Même sur PC, où il est à 60€, la pilule reste difficile à avaler. On s'attend au moins à avoir la même qualité, mais c'est loin d'être le cas. Les joueurs ne sont pas dupes d'ailleurs, 34% de ventes en moins en Grande-Bretagne, le moins bien vendu dans cette région depuis plus de 10 ans, et un chiffre d'affaires en net recul sur la saison 1 par rapport aux années précédentes. Alors, Call of Duty reste la licence la plus vendue dans la plupart des régions du monde, c'est dire à quel point il domine le secteur, mais le dernier opus fait un mauvais score quand on le compare aux autres Call of Duty. Force est de constater que la licence est en perte de vitesse, c'est même l'avis de certains développeurs qui pensent que cette situation et ce rythme vont atteindre leurs limites avec la sortie du prochain opus. Le développeur en question parle de crunch, cette pratique un peu trop commune dans le secteur du jeu vidéo, qui consiste à travailler 16 heures par jour, même le week-end, sans être payé plus, et tout ça pour pouvoir respecter des dates de sortie irréalistes. Si ce genre de choses passe, c'est parce que développeur dans le jeu vidéo est avant tout considéré comme un métier de passion. Beaucoup d'employés du secteur choisissent de ne pas travailler dans un autre secteur où ils pourraient gagner plus, car ils préfèrent travailler sur des projets qui les intéressent, plutôt que d'automatiser des processus dans une banque ou créer des publicités. Le problème est que ce rythme est soutenable quand on est jeune, mais quand on commence à avoir une vie de famille, ou bien qu'on se rend compte qu'on se fait exploiter, on part. C'est un problème parce que c'est un savoir-faire qui part avec. D'autres s'en vont parce qu'ils ont à cœur de bien faire, mais l'éditeur ne leur donne pas les ressources ni le temps nécessaire pour pouvoir le faire. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons qui a poussé Blundell, ex-directeur chez Treyarch, à créer Deviation Games. Les relations toxiques au sein des studios, que ce soit des équipes qui en appellent d'autres des cancers, des histoires de harcèlement, et tout ça sans sanction quelconque de la part de la direction, sont tout autant de raisons qui poussent certains développeurs à partir. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le créateur du mode zombie à partir. Alors, l'éditeur n'est pas le seul fautif dans l'histoire, on a aussi une gestion de projet désastreuse, mais c'est l'éditeur qui insiste pour sortir un Call of Duty par an. Ce qu'on peut espérer de ce rachat, c'est qu'on sorte de ce cadre d'un Call of Duty par an, pour que les développeurs aient enfin le temps de faire leur jeu. Ça voudrait dire moins de bugs, plus de contenu à la sortie et un support plus long. C'est loin d'être de la science-fiction, étant donné que certains directeurs des studios qui travaillent sur Call of Duty demandent ça depuis longtemps, et ont été encore plus insistants dernièrement pour que ça se fasse. Étant donné que, contrairement à Activision, le bilan fiscal d'Xbox ne dépend pas que de Call of Duty, et qu'ils ont même accepté que Halo soit repoussé, pourtant l'une de leurs licences phares, on peut espérer de ce côté. On a aussi l'exemple de Minecraft, où pour jouer à un DLC, il suffit que l'autre de la partie le possède. C'est aussi une entreprise moins toxique, dont on peut espérer un mieux de ce côté. Bobby Kotick va enfin dégager, et même s'il en sortira gagnant avec son parachute doré, c'est toujours un problème en moins pour les studios. On pourrait voir le retour d'anciennes licences comme Guitar Hero et Exen, c'est Phil Spencer lui-même, le patron d'Xbox, qui en parlait dans une interview. Certains espèrent qu'on n'ait plus de SBMM, ou à minima qu'on le ressente moins. C'est possible que ça change s'ils arrêtent leur quête incessante de rentabilité à tout prix, mais pour le moment, rien n'est dit sur le sujet.
Certains espèrent aussi une amélioration de leur anti-cheat, mais rien n'est moins sûr. Halo a un anti-cheat à la ramasse, et là-dessus c'est plutôt Xbox qui pourrait apprendre d'Activision. On pourrait aussi espérer ne plus avoir Call of Duty sur Battle.net, ce qui permettrait d'espérer un mode tool pour un futur opus. Là-dessus, il faut pas vraiment trop en attendre, d'autant plus qu'à la base, ce sont 2 employés qui ont fait les précédents modes tool sur leur temps libre et sans être payés. Un point qui en effraie beaucoup est la possibilité que Call of Duty devienne une exclusivité Xbox et PC et ne soit plus sur PlayStation. D'un côté, on a ceux qui en sont convaincus que ça ne peut pas se produire. C'est vrai que ça ferait un énorme manque à gagner pour Microsoft, vu que Call of Duty se vend à plusieurs centaines de millions d'exemplaires, rien que sur PlayStation. On a aussi Phil Spencer qui a déclaré vouloir maintenir la licence sur toutes les plateformes où elle est déjà présente. D'un autre côté, on a ceux qui sont plus sceptiques, voire convaincus du contraire. Déjà, Spencer peut très bien ne parler que de Warzone. On a eu la confirmation que Modern Warfare 2, Warzone 2 et Call of Duty 2023 sortiront aussi sur PlayStation, probablement pour respecter les engagements tenus avec Sony. Mais on ne sait rien de la suite. Le manque à gagner sur PlayStation pourrait être largement compensé par les potentiels abonnements au Game Pass supplémentaires. À côté, on peut se poser la question des autres licences d'Activision, et même du côté de Blizzard. Est-ce que Crash sera une exclue Xbox? Quid de World of Warcraft inclus dans le Game Pass? On a eu l'exemple de Minecraft qui a été publié sur toutes les plateformes après le rachat de Mojang, avec même un mode VR exclusif à la PS4. Mais on a aussi eu l'inverse avec le rachat de Bethesda qui a mené à l'exclusivité de certaines licences. On verra d'ici quelques années, mais rien n'est sûr de ce côté. On peut aussi se demander si une partie des employés seront licenciés, mais ça n'est pas trop la politique de Microsoft. À part les quelques prédateurs et autres employés toxiques, je doute qu'on en voit beaucoup. Le pire serait que la situation reste identique, voire empire. Ce serait terrible pour les joueurs, mais surtout pour les développeurs. Sauf que rien n'indique que Xbox ait une mauvaise culture d'entreprise. Quel que soit le changement, ça n'aura pas lieu du jour au lendemain. Il faudra probablement attendre 6 ans avant de voir les effets de ce rachat, qu'ils soient bénéfiques ou non. Mais ça donne au moins une lueur d'espoir pour la suite, quand jusqu'à maintenant on avait juste l'impression qu'Activision Blizzard fonçait droit dans le mur, la pédale d'accélérateur enfoncée.